Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros update lecture puisque je vais vous présenter toutes mes lectures depuis le début de l'année. Donc prenez peut-être à manger, à boire, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que j'ai lu 15, 16 livres, 17, je ne sais plus exactement. J'ai commencé l'année avec un hurlevent en lisant Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. Et j'avais déjà lu cette autrice l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, avec la duchesse de Buckingham. Et je dois dire que j'ai préféré la duchesse de Buckingham à celui-ci, malgré le fait que j'ai adoré l'ambiance dans celui-là, parce que je voulais lire un livre qui se passe dans un pays froid, avec beaucoup de neige, parce que c'était avant mon voyage en Laponie. J'avais un petit peu envie de me mettre dans l'ambiance, et bah, Prisonnière de l'hiver russe, ça matchait vraiment bien. Pour vous faire un rapide résumé, ici on va suivre Catherine, c'est une jeune noble anglaise en 1911. Elle est invitée à Saint-Pétersbourg pour l'anniversaire de la grande duchesse Olga Romanov. Et on va osciller avec 1917, du coup toujours dans l'Empire russe, et on va voir qu'il est très affaibli par la guerre et par les révoltes qui menacent l'Empire. Donc voilà, on sait comment ça va se terminer parce que c'est avec les Romanov, donc on sait que ça va être une fin tragique, et ça l'a été, bien sûr. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était une chouette histoire parce que on voyait vraiment des décors assez fastes. J'avais vraiment en tête des palais impériaux qui brillaient de mille feux, des bals opulents. Enfin, c'était vraiment, l'ambiance était là, et on voyait aussi l'ambiance du coup hivernale avec ces chapkas, enfin dans le style vestimentaire et dans les paysages extérieurs. Mais je trouvais qu'il y avait quelques petites longueurs à certains moments, donc ça m'a un peu j'ai un petit peu moins aimé par rapport à ça, mais par contre j'ai beaucoup aimé tout ce qui est complot, trahison, enfin voilà, tout ce qui s'y passe pour qu'on arrive à ce final tragique pour les Romanov. J'avais envie de savoir comment ça allait se passer, par qui ça allait être fait, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté de complot, mais c'est vrai que le rythme n'était pas forcément là pour moi. Donc voilà, j'ai mis 4 sur ma note sur mon ordinateur. Mais peut-être que a posteriori, je mettrais plutôt 3,5 pour cet aspect-là. Mais bon, après, si vous voulez lire sur la Russie et les Romanov, je vous conseille quand même parce que je crois pas qu'il y en ait beaucoup, en tout cas dans ce style un peu historique. Mais voilà, c'était quand même chouette à lire, et je suis toujours aussi fan du travail éditorial que je trouve très très beau. Voilà. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, c'est ceux que j'ai lus pendant mon voyage en Laponie. Le premier, c'est Fortuna Sworn de KJ Sutton. C'est une dark romantasy. Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. C'est un livre qui n'est pas traduit en français. Du coup, je l'ai lu en espagnol, n'importe quoi, en anglais. On va y suivre Fortuna, c'est une nightmare, c'est un cauchemar du coup. Et en gros, elle est la dernière de son espèce parce que son frère a disparu il y a à peu près 2 ans. Elle recherche son frère depuis ces 2 ans, mais toutes ses tentatives sont infructueuses. Et un beau jour, il y a un faille qui va venir la voir et qui va lui proposer de retrouver son frère contre le fait de se marier avec lui. Et du coup, bien évidemment, elle va accepter. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que ce faille était... Enfin, ce marché était peut-être pas si équitable qu'il n'y paraît. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas trop vous spoil, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça bien. Ça m'a diverti. Il y a des scènes de smut, mais pas énormément. Honnêtement, c'est pas explicite et ça dure pas des pages et des pages. Mais par contre, on fait référence au physique de l'un et l'autre dès les premiers chapitres, et dès qu'on peut, il a des abdos incroyables, elle a des boobs incroyables. Voilà. C'est toujours à peu près... Enfin, non, même pas, on parle pas souvent de son physique à elle, c'est plus de son physique à lui parce qu'on est dans la tête de Fortuna. Mais bon, on sait qu'elle est quand même très bien gaulée, quoi. En ce qui concerne l'histoire de manière générale et de comment ça se déroule, c'est quand même assez sombre. On est souvent dans les tréfonds de la Terre. Du coup, c'est sombre même de manière visuelle, quoi. On n'est pas dans une forêt toute mimi kiki. Non, là, on est dans le sombre, dans le un peu dégueu, dans la terre et la boue. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des épreuves, et moi j'aime bien les épreuves de manière générale dans les livres. Donc là, j'étais contente d'en retrouver, mais c'est vrai que je crois que c'est une saga en 5 tomes, mais j'ai pas plus apprécié que ça pour me dire j'ai envie de lire la suite. C'était sympa, c'était cool pour moi de le lire en anglais, et je pense que j'ai d'autant plus apprécié parce que je l'ai lu en anglais.
Je suis pas sûre que j'aurais tenu en français, en toute honnêteté, parce que c'était pas hyper bien écrit non plus. Enfin, j'ai trouvé ça assez banal dans l'ensemble. Mais ça m'a divertie et c'est ce que je demandais aussi. Il faut remettre aussi dans le contexte, j'étais en voyage, j'avais beaucoup d'heures de train puisqu'on est parti en train en Laponie et je voulais des choses divertissantes et c'est ce que ce livre m'a donné. Dans l'ensemble, j'ai apprécié pour son bon divertissement. Dans ce même voyage, j'ai lu The Easy Life in Kamusari de Shion Miura. C'est un livre japonais qui n'est pas traduit en français non plus, il me semble pas. Et du coup, ici, on va suivre un personnage qui, je vous avoue, j'ai plus son nom en tête. J'ai pas trop retenu, je suis désolée. Mais en gros, on va suivre un personnage, un jeune homme qui n'est pas très bon à l'école et il va être envoyé dans un petit village. Du coup, le village de Kamusari, c'est un village de montagne et il va apprendre le métier de bûcheron. Vous en doutez, au départ, il n'est vraiment pas content puisque lui, c'est un mec de la ville qu'il avait des sorties avec ses potes. Là, il capte même pas sur son téléphone. Donc, évidemment, c'est un peu la loose pour lui. Mais il va apprendre petit à petit ce métier-là et de plus en plus l'apprécier. Il va en apprendre beaucoup sur les mythes et toutes les légendes autour de la montagne. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de mythes et légendes. Et aussi, il va en apprendre aussi pas mal sur les saisons, comment elles fonctionnent, comment ça se passe, pourquoi il faut abattre tel ou tel arbre à telle saison, quels sont les différents rituels aussi pour les bûcherons, comment on respecte la nature. Enfin, il y a tout ce côté-là, un peu de respect de la nature, et la nature est vraiment au centre. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Après, il y a certaines choses que j'ai pas compris en mots de vocabulaire parce que c'est assez précis, surtout cet univers de la forêt, des bûcherons, etc. Donc, j'ai pas les codes en français, donc j'ai pas les codes en anglais non plus. Mais après, dans l'ensemble, j'ai quand même compris En fait, j'ai compris les idées principales et certains mots un peu plus précis, je les ai pas compris, mais bon, si on comprend le contexte, ça passe. Mais écoutez, ça m'a vraiment pareil comme Fortuna Sworn, ça m'a diverti, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très doux. J'ai beaucoup aimé aussi en apprendre plus sur toutes les légendes et les rites qu'il peut y avoir dans ces forêts un petit peu éloignées, enfin dans ces villages de montagne un peu éloignés dans la campagne japonaise. Donc c'était très cool à lire. Si jamais vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ça, c'est très chouette à lire et il est assez court, donc ça c'est un bon point aussi. Ensuite, j'ai lu le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Je vais très brièvement vous en parler puisque c'est un tome 14, mais sachez que ça suit son cours. Il y a eu une nouvelle intrigue qui m'intrigue également, donc j'ai bien envie de savoir la suite. Si jamais vous ne connaissez pas les Carnets de l'apothicaire, on va suivre du coup Mao Mao, qui est cette jeune fille juste ici. Elle a vécu toute sa vie dans le quartier des plaisirs et elle va être enlevée. Peterson, il n'est pas tombé, hein, il s'est juste réceptionné un petit peu bruyamment. Je disais donc que Mao Mao a été du coup capturée pour être revendue à la cour impériale en tant que servante, mais elle va très vite se faire remarquer pour son goût pour les poisons et du coup elle va devenir goûteuse d'une des courtisanes et de là il va y avoir plein d'intrigues. Donc voilà, là on est au tome 14, ça suit son cours. J'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de savoir ce qui s'y passe, donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce que on est trop avancé dans l'intrigue, je peux rien vous dire finalement. Ensuite, j'ai lu un autre manga, La petite faiseuse de livres alors attendez, c'est de Suzuka Miyakazuki et Yu Shiina. Je ne sais pas qui est au storyboard, au dessin, j'en sais rien, mais en tout cas c'est fait par ces trois personnes-là. Écoutez, c'est un abandon pour moi. J'ai lu le premier tome, enfin le deuxième tome parce que j'avais lu le premier l'année dernière. Et ça m'avait un petit peu intriguée. Et du coup, là, j'ai lu le deuxième tome. Et non, j'ai pas du tout accroché. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un de mes vlogs lecture. Donc, je vous mettrai dans le petit i. Et pour certains aussi, pour certains livres, je vais passer assez rapidement parce que j'en avais parlé dans des vlogs lecture. Mais ouais, pour celui-ci, j'ai pas du tout accroché. Ce que je reprochais dans le premier tome, c'est avéré dans le deuxième, dans le sens où on suit du coup une petite fille, enfin une jeune femme d'une trentaine d'années qui est fan de livres, se faire écraser par sa bibliothèque et elle est réincarnée dans un monde où elle a, je sais pas, genre 6-7 ans, je crois, peut-être un petit peu moins, je sais plus. Elle est réincarnée dans ce corps de petite fille qui est déjà très malade, et elle est dans une famille pauvre où les livres sont des denrées très rares. Elle va faire tout son possible pour accéder à un livre, quitte à fabriquer du papier, etc. Ce que j'ai trouvé le plus agaçant et incohérent, c'est le personnage de cette petite fille, donc c'est le personnage principal, où en gros, elle met en péril les denrées de sa famille
pour son bonheur personnel, dans le sens où elle va utiliser certains matériaux qui sont utiles à sa famille pendant les durs mois d'hiver pour essayer de faire du papier ou du papyrus. Enfin, c'est que des choses comme ça que j'ai trouvé vraiment incohérentes et je la trouve assez égoïste. Alors que dans sa tête, elle a pas l'âge mental de cette petite fille. Elle a encore son âge d'une trentaine d'années de son ancienne vie. Donc elle comprend aussi les enjeux. Enfin, normalement, elle est censée les comprendre. Donc ça, je n'ai pas aimé. Et aussi, j'ai trouvé ça très incohérent, le fait qu'elle utilise déjà des mots qui n'existent pas dans ce monde-là. Et aussi, elle a un comportement qui change un peu du jour au lendemain, parce que bah, avant, elle avait son corps de petite fille et sa mentalité de petite fille, ses pensées de petite fille, et elle se réincarne, et du coup, elle a toujours ce corps de petite fille, mais ses pensées sont d'une femme de 30 ans. Donc, c'est pas cohérent dans le sens où elle fait pas en sorte d'adapter son âge physique à son âge mental. Ce que je peux comprendre, mais sa famille trouve que d'un coup d'un seul, elle a des phrases ou des mots de vocabulaire qui sont un petit peu avancés pour une fille de son âge, alors qu'avant ça ne l'était pas. Et ils se posent pas la question. Ils se disent pas genre ah c'est bizarre quand même. Enfin ils se disent si ils se le disent que c'est bizarre, mais ils ne remettent pas ça en question. Donc bon bref, moi ça m'a saoulée, j'ai pas aimé. Du coup bah, j'ai arrêté la saga. Ensuite j'ai lu un petit manifeste Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais aux éditions La Martinière Jeunesse, je crois, ou juste La Martinière maintenant. La Martinière Jeunesse, et c'est la collection Alt. Comme l'indique le titre, Clémentine Beauvais va nous parler des plaisirs de la lecture, de sélectionner ses envies de lecture à ses lectures personnelles, savoir est-ce qu'on a envie d'un livre qui nous fait pleurer, est-ce qu'on a envie d'un livre qui nous enrichit d'une quelconque manière, enfin voilà, elle nous incite à nous poser la question sur quelles sont nos envies de lecture et comment atteindre ce plaisir de lecture-là. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que j'en ai mieux parlé dans le vlog que je vous ai mis dans le petit tout à l'heure, et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que là j'avais les idées encore fraîches. Donc je pense que je le relirai un jour parce que j'ai trouvé ça très déculpabilisant de la façon dont sélectionner ses lectures. En fait, elle fait pas de hiérarchisation, voilà, des lectures, et ça j'ai trouvé ça très très cool. Ça déculpabilise les personnes par exemple qui lisent de la romance et qui sont très souvent pointées du doigt, ou les personnes qui lisent du jeunesse alors qu'ils sont adultes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont déculpabilisantes, et j'ai trouvé ça très cool qu'elle puisse l'écrire, et franchement c'est hyper accessible. Là je vois que c'est dès 15 ans et ça coûte 3,50 €. J'ai continué dans les mangas en lisant le tome 3 de Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa. Je vais pas trop vous en parler non plus puisque c'est un tome 3 et que ça suit son cours. Et là en plus c'est les doubles tomes, donc je suis en gros au tome 6. Et au tome 6 ou 7, je crois qu'il y en a 11, enfin bref, je ne sais plus. Mais voilà, ça suit son cours. On suit toujours ce petit garçon qui est revenu vivre, enfin qui est venu tout simplement vivre chez sa grand-mère qui est très pauvre. Ce petit garçon habitait à Hiroshima avec sa mère et son frère, et sa mère n'a pas les moyens de le nourrir correctement, et enfin elle n'a pas les moyens de s'occuper de lui, donc elle va l'envoyer chez sa grand-mère qui est bah, tout aussi pauvre, mais il aura des meilleures conditions de vie puisqu'il sera à la campagne. Donc voilà, elle fait ce choix-là et on va suivre cette dynamique-là entre une grand-mère et son petit-fils. C'est très mime, c'est tranche de vie, donc voilà, je vous invite à le lire si jamais vous voulez découvrir un petit peu tout ça. J'ai pas grand-chose d'autre à vous en dire finalement. J'ai lu À cause de Lucie, puisque c'est elle qui en a parlé et j'ai eu très envie de le lire. Un roman jeunesse qui s'appelle Le serment des sœurs fossiles de Noël Streatfeild aux éditions Novel, et c'est traduit par Jacques Martin et illustré par Marine Cabidoche. Ah oui, je me souviens, je trouvais que son nom il était un peu rigolo, Cabidoche, voilà. Pour vous parler un petit peu du résumé, ici on est avec les sœurs fossiles, comme on peut le voir sur la couverture. Et en gros, c'est des sœurs qui ont été adoptées par Matthew Brown. C'est un explorateur anglais qui va adopter justement ces trois orphelines durant certaines de ces explorations. Et elles vont s'appeler Fossiles parce que lui est fan de fossiles. En grandissant, elles vont chercher à aider leur famille adoptive en ramenant de l'argent. Et pour ça, elles vont intégrer une école d'art et de théâtre. Et du coup, chacune des sœurs va développer un art pour essayer d'aider au maximum leur famille.
Franchement, c'est un petit livre qui est très cool. De ce que j'ai compris après, c'est un livre qui est assez vieux, qui a été publié en anglais il y a assez longtemps. Le titre original, c'est Ballet Shoes, je crois. Et justement, je crois qu'il y a eu aussi oui, c'est ça, c'est Ballet Shoes. Et si je dis pas de bêtises, il y a eu un film qui est sorti, je crois, il y a assez longtemps, avec Emma Watson. Voilà, c'est ce que j'ai appris après ma lecture. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très mignon. Ça se lit tout seul. Vraiment, c'est très rapide à lire. C'est chouette d'avoir ce côté de Fern Family, de famille un peu composée comme on le souhaite. Parce que du coup, Matthew Brown, on le voit quasiment jamais puisque il est parti en expédition et bah voilà, il n'est pas revenu depuis un certain temps. Donc les filles vont être élevées par, je crois, c'est la nièce ou de ce mec-là, de Matthew Brown, et la gouvernante de la famille. Et pour justement renflouer les caisses, elles vont louer des chambres à certaines personnes. Et du coup, ça va créer cette espèce de famille trouvée. Enfin voilà, c'était très cool. Le fait qu'on ait ces différents arts représentés, que les filles s'entraînent pour ça, c'était assez chouette. Après, j'ai pas adoré, mais c'était pas un roman, je pense, qui va me rester en mémoire très longtemps. Mais j'étais quand même très contente de le lire parce que ça fait du bien de lire ce genre de jeunesse. Ça fait du bien de voir ces petites filles mises au centre. Le fait que voilà, il y ait des différents personnages qui sont parfois pas conventionnels. Enfin voilà, c'était très très cool à lire. C'est assez chouette. La seule chose qui m'a manqué, c'est que je trouve que la fin incite à un second tome, mais j'ai l'impression que du coup c'est une saga, mais je crois que les tomes ne se suivent pas. Voilà, moi j'aurais voulu avoir une suite directe et je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je suis un peu tristoune, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Je vous en parle très rapidement, mais j'ai abandonné le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai arrêté ma lecture, parce que je compte en parler en fin d'année. Dans mes flops, en général, je mets les abandons avec et je vous dis pourquoi j'ai abandonné. Mais voilà, sachez qu'il y a eu un abandon pendant ce début d'année et c'est celui-ci. Ensuite, j'ai écouté La carte des confins de Marine Repelin. Je ne sais pas, je suis désolée, mais peut-être que vous la connaissez, c'est la youtubeuse Muffin and the Books. C'est encore une fois une hypothèse, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai écouté le premier et le deuxième tome de cette saga. Je crois qu'il y a un troisième tome, mais c'était sur leur... Ah ben non, je peux pas vous dire. Mais voilà, il m'a pas trop intéressé le troisième tome, donc je l'ai pas lu. Ici, on est sur une fantasy young adulte avec des pirates. Voilà, ma passion pour les pirates, tout simplement. Donc j'ai été faible, j'ai lu, j'ai écouté plutôt. Et honnêtement, ça m'a beaucoup divertie parce que c'est des pirates. Pour l'histoire, on va suivre Kali, qui est une voleuse et revendeuse d'objets magiques. Et elle fuit quelque chose, on le sait très rapidement. Et elle va revendre un objet magique, enfin elle va vendre plutôt un objet magique à Blake, un policier, n'importe quoi, un capitaine d'un bateau pirate, un capitaine assez réputé, etc. Elle va embarquer avec eux et il y a une histoire qui va suivre après. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire à part que j'ai apprécié et parce que c'était des pirates. Honnêtement, j'ai peu d'objectivité quand il s'agit d'histoires de pirates, mais j'aimerais être une pirate au fond de moi. J'aurais adoré être une pirate, mais déjà, je sais pas naviguer. La pire mort pour moi, c'est la noyade. Donc écoutez, voilà, ça fait quand même 2 points qui font que je serais une mauvaise pirate. Voilà, on est d'accord. Plus sérieusement, j'ai quand même apprécié l'histoire. J'ai trouvé que c'était un peu cousu de fil blanc sur certains trucs parce que on a quand même des résolutions assez simples dans l'ensemble. Ça m'a pas forcément dérangé. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que l'histoire, enfin c'est une romantasy, donc j'aurais pu m'y attendre, mais j'avais oublié. Et en gros, on va fortement suivre l'histoire de romance. Du coup, on y fait beaucoup de fois référence, malgré le fait qu'ils sont très mignons, hein. Ça, je ne leur enlève pas. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant à certains moments où on avait beaucoup d'histoires, enfin d'histoires dans ce couple-là. Donc au bout d'un moment, j'étais là, genre, on l'a capté, c'est bon. Et bon, on sait très vite qui va finir avec qui parce que, encore une fois, il y a des références au physique qui trompent pas, qui font que waouh, il avait des yeux magnifiques, waouh, sa chevelure, waouh. Vous avez compris? Mais je ne vais pas enlever le fait que j'ai trop aimé et que je trouvais leur couple extrêmement kiki.
Donc voilà, je vais pas trop critiquer non plus puisque j'ai quand même aimé. Mais voilà, ça a pas déclenché un énorme coup de cœur comme Steam Sailors par exemple, parce que là je trouvais que Steam Sailors c'est bon, il est au-dessus et il restera à jamais gravé dans mon cœur et je le relirai bien sûr un jour, quand je l'aurai en ma possession. Je compte le demander pour mon anniversaire. Peut-être qu'on va me l'offrir, je ne sais pas. Mais écoutez, voilà, j'ai pas beaucoup d'arguments parce que j'ai trouvé que l'histoire en elle-même, en fait, ce côté piraterie, c'est quelque chose que j'aime bien parce que il y a toujours beaucoup d'action, c'est toujours une quête. Et ce truc de quête, moi j'aime beaucoup. Et là, d'autant plus, ça se passe sur un bateau. Et je sais pas, je trouve que l'univers de la piraterie et l'univers du bateau, comme ça, je trouve que c'est enfin, les grands bâtiments, je trouve que c'est toujours magnifique. Et je sais pas, c'est un côté un peu mystique pour moi que j'aime beaucoup. J'en ai visité un d'ailleurs, j'ai visité le Belém il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est un bateau absolument incroyable. Vraiment, c'est plein de cordages, de machins. Enfin voilà, je trouve ça toujours fou et j'aime beaucoup. Donc bref. Voilà, c'est pas beaucoup argumenté, mais juste j'aime bien les pirates. Donc voilà, tant que c'est pas un truc pété au sol, je vous le dirais. Voilà, si c'était pété au sol, là c'était quand même sympa, même si la romance, il y avait beaucoup de romance. Mais bon, j'ai accepté mon sort, j'ai quand même lu, j'ai quand même kiffé. Après, j'ai littéralement bouffé une trilogie. Il s'agit du Paris des merveilles de Pierre Pével et j'ai tout écouté en audio. J'ai adoré d'ailleurs les audios, c'était vraiment trop trop bien. Écoutez, c'est une saga que je veux également avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, Ça va être assez dur de vous résumer ce qui se passe parce que il se passe beaucoup, beaucoup de choses durant ces trois tomes. Mais en gros, ici, on est dans un Paris belle époque. Et il y a toutes sortes de créatures. Il y a des magiciens, enfin des mages, des gobelins, des fées, des choses comme ça. Il y a tout ça. Et la tour Eiffel n'est pas en fer, mais en bois blanc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent. Et il y a aussi un Paris alternatif où il y a uniquement de la magie. J'ai vraiment adoré la trilogie. J'ai trouvé qu'il s'y passait énormément de choses. J'ai beaucoup aimé les différents personnages et les relations qu'ils avaient entre eux. Tout ce qui s'y passe, les petites enquêtes, moi j'ai vraiment, c'est vraiment ma came. J'ai vraiment, c'était trop bien. C'était trop, trop, trop bien. J'ai pas beaucoup d'arguments là non plus. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est déjà l'originalité du récit, l'originalité du monde, de la création un peu de l'univers basé sur Paris, toutes les références qu'il peut y avoir aussi à Paris, mais parfois un petit peu détourné à la sauce magique. C'est que c'était assez cool d'avoir toutes ces petites choses-là. Les personnages qu'on va retrouver tout le long de la trilogie, c'est Louis Griffon, qui est un mage, et Isabelle de Saint-Gilles. Et en gros, il va se passer plein de choses. Il y a aussi des enjeux un peu plus de fond, de magie noire contre la magie blanche aussi. Enfin, il y a des meurtres à résoudre, des phénomènes un peu inexpliqués qu'on a envie de savoir quelle est la cause de ces phénomènes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Il se passe vraiment beaucoup de choses durant toute la trilogie et c'est hyper novateur, je trouve. En tout cas, moi, j'ai jamais lu de choses pareilles. Et vraiment, c'est un truc que j'aimerais beaucoup relire ou réécouter. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu de lire ça, enfin d'écouter ça, puisque bah, j'ai majoritairement écouté toute la trilogie parce que j'ai fait beaucoup de trajets en voiture et du coup, j'ai écouté ça pendant que j'étais en train de conduire et c'était très très cool d'avoir ça. C'est pas une saga coup de cœur parce que je pense qu'il a manqué peut-être un petit truc, peut-être le fait d'uniquement l'écouter. Parfois j'étais peut-être pas assez attentive, mais je pense que si un jour je la relis, peut-être qu'il y aura un coup de cœur. Mais en tout cas, elle restera à une très bonne place parce que j'ai vraiment adoré toute l'originalité en fait du récit. C'est vraiment ça qui m'a tenue en haleine, c'est l'originalité du monde qu'a créé Pierre Pével. Et il y a aussi un côté beaucoup où ça fait référence à l'art nouveau. Et j'adore l'art nouveau, donc ça met un petit peu. Et les couvertures, elles sont magnifiques. J'adore les couvertures. Mais les couvertures du grand format, pas du format poche, j'aime un petit peu moins. Mais les couvertures du grand format, j'adore. Pour les trois prochains romans, je vais passer assez rapidement puisque j'en ai parlé dans un vlog lecture. C'est celui qui est sorti la semaine dernière, je vais vous le mettre dans le petit i, où c'est mes copines qui ont choisi un livre dans ma pile à lire. J'ai lu pendant ce vlog le deuxième livre du conte de Monte Cristo et j'ai enfin fini de terminer Monte Cristo de Alexandre Dumas. Et j'ai trop aimé. C'est pas un coup de cœur parce que c'est de ma faute. J'ai lu le premier livre
en janvier 2024 et là je l'ai terminé en mars 2025. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé dans le premier livre et il y avait certains personnages, enfin j'ai dû tout me remettre en tête, donc ça n'a pas déclenché le coup de cœur, mais il y a un potentiel de coup de cœur, c'est juste moi qui ne l'ai pas saisi par la main, voilà. Mais si, est-ce que je vous résume Monte Cristo? En gros, on va suivre la vengeance de Edmond Dantès, qui était un marin, et il va se faire emprisonner injustement au château d'If pour bonapartisme. Et en gros, il va tisser une énorme toile de vengeance contre les personnes qui l'ont fait enfermer, et c'est incroyablement bien. Alexandre Dumas a réussi à faire un personnage qui est extrêmement rancunier et qui va élaborer sa vengeance jusqu'au bout. Il va vraiment se venger de tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Et vraiment, c'était hyper bien. Enfin, vraiment, j'ai pas d'autres mots à dire. C'était incroyable comment c'est construit. C'est assez fou. Et je voulais le terminer avant de regarder l'adaptation qu'il y a eu il y a pas très longtemps avec Pierre Ninet. Ce que je vais pouvoir faire maintenant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça se passait à Marseille au début. Je l'ai lu quand j'étais à Marseille. Je l'ai terminé quand j'étais à Nantes, ça faisait une boucle et j'avais trop kiffé lire ça. Bon, ça se termine pas à Nantes, hein, ça se termine à Marseille, mais voilà, dans mon cœur, il y avait encore cet aspect un petit peu de Marseille. Et j'ai pas grand-chose à vous en dire, juste si vous voulez lire un roman euh, romanesque au premier sens du terme, où il se passe mille choses différentes, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de trames d'histoires différentes, mais tout ça sur fond de vengeance, c'est vraiment c'est une œuvre d'art, c'est magistral, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vraiment, lisez Monte Cristo si vous ne l'avez pas encore lu et que vous voulez découvrir Dumas. C'est un beau bébé, il fait 1600 pages, ça fait peut-être un petit peu peur, mais il se passe tellement de choses qu'on ne voit pas le temps passer, vraiment. Et d'ailleurs, je l'ai écouté aussi beaucoup en audio, bah, majoritairement en audio aussi. Et l'audio sur Audible est très très bien. Je me souviens plus du nom du, euh, du narrateur, mais c'était très très bien. Ensuite, j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente et traduit par Marie Surgé, c'est ça? Surgé, Surgers, je ne sais pas comment on dit. Ici, on va suivre Dex qui est un, une moine de thé. Je ne sais pas comment on dit la forme neutre de un et une. Désolée. Mais en gros, ce personnage est moine de thé. Son job, c'est d'aller de village en village et de proposer son thé et que les personnes puissent se confier à Yel. Et en fait, Yel en a un petit peu marre de cette vie-là et il va décider de partir un petit peu hors des sentiers battus. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Omphale, du coup, le robot. C'est dans cette histoire-là, dans cet univers, les robots ont quitté l'humanité et Omphale va suivre Dex parce que il a envie de savoir ce dont les humains ont besoin. Et c'est la grande question qu'il a. Il a été choisi par les robots pour répondre à cette question. Et du coup, c'est un petit texte qui va nous parler de tout ça. Ça parle beaucoup d'environnement, de à quel point enfin les humains ont détruit la planète, comment cette humanité-là essaie de respecter au maximum les robots, la planète, la nature, comment ils peuvent faire pour vivre en harmonie tout simplement. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Il y a quand même certaines choses que j'ai pas embrassé le texte à 100% parce qu'il y a des termes et des choses qui étaient un petit peu trop de science-fiction pour moi qui n'en lis jamais. Mais c'est quand même très très chouette à lire. C'est de la SF positive, donc ça m'a aussi encouragée à le lire parce que j'avoue que la SF où tout est un peu négatif, je suis pas trop encore prête. Laissez-moi un peu de bonheur et de joie avec Becky Chambers. J'ai envie de lire la suite. Du coup, c'est un psaume, non, une prière pour les signes timides. Et cette couverture aussi est très très belle pour le deuxième tome. Voilà. Déjà, je trouve que cette couverture est magnifique. J'ai beaucoup beaucoup aimé. À chaque fois que je la voyais passer, ça me donnait trop envie. Et là, du coup, si jamais je prends le deuxième tome, j'irai à la librairie La Talente, puisque c'est une édition nantaise, La Talente, et ils ont une librairie en centre-ville. Donc voilà, si je m'achète le deuxième tome, ce sera là-bas. En tout cas, je remercie la booktubeuse qui m'a choisi ce livre-là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour savoir qui c'est. Ensuite, j'ai lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Quelle claque! Voilà. C'est Tiffany McDaniel, ça m'a eu. La version que j'ai, moi, c'est les anciennes versions, mais j'ai écouté et lu sur e-book
la version de Game Master traduite par François App. La traduction est encore une fois absolument incroyable. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette traduction. Je la trouve hyper juste et fidèle et très poétique comme peut l'être le texte de Tiffany McDaniel. Malgré le fait que je ne l'ai pas lu en anglais, ça se voit quand une traduction est bien faite. Et là, ça se voit qu'elle est bien faite. Ma voix part un peu, on ne sait pas trop où, mais c'est parce que ça fait un petit moment que je tourne. Je vais aller voir un peu. Je m'installe un peu plus confortablement, vous m'en voudrez pas. Ça fait un petit moment que je tourne et là, je sature un petit peu. Mais je vais terminer puisque j'ai encore que 2 livres à vous présenter. Donc, je parlais de Tiffany McDaniel et du fait que c'est une génie, cette femme. Alors, pour vous faire un rapide résumé de l'histoire, on va suivre Autopsy Bliss. C'est un procureur dans la petite ville de Breathitt, dans l'Ohio. Et il va publier une lettre dans le journal en invitant le diable à venir à sa rencontre. Quelques jours plus tard, il y a un petit garçon noir de 13 ans qui se présente à Autopsy comme étant le diable. Et du coup, on va suivre cette histoire un petit peu étrange de prime abord de ce petit garçon qui prétend être le diable, qui va finir par vivre dans la famille d'Autopsy. Tout ça est raconté du point de vue de Fielding, c'est l'un des fils d'Autopsy, qui a le même âge que ce petit garçon qui se présente comme le diable. Ils ont 13 ans tous les deux. Et tout se passe sur un seul été, et cet été va être un grand chamboulement pour toute la famille et tout le village. Et je vous préviens, il y a des violences, comme dans beaucoup de livres de Tiffany McDaniel, comme dans Betty, il y a beaucoup de violence, il y a de la violence physique, il y a de la violence verbale, il y a beaucoup de racisme, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme. Je crois qu'il y a de la violence animale, oui aussi. Je... C'est tout ce dont je me souviens pour l'instant. Il y a beaucoup, beaucoup de violence et bon, le point principal, c'est quand même le racisme parce que va y avoir beaucoup d'événements parfois traumatiques et tragiques qui vont être imputés à Sal, du coup, le garçon qui dit être le diable. Et en fait, tout va être de la faute de Sal en permanence, même s'il n'est pas présent sur les lieux. Ce sera de sa faute puisque c'est le diable. Et il y a beaucoup d'injustices dans ce roman. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué, qui m'ont fait du mal. Breathitt, c'est un village au fin fond de l'Ohio. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'à la fin que Breathitt, c'est là où se passe Betty également, parce que aux États-Unis, l'été où tout a fondu a été publié avant Betty, et je crois que chez nous ça a été l'inverse. Mais du coup, voilà, c'est Breathitt c'est le lieu où se passent les deux histoires. Et du coup, Breathitt, c'est un petit village au fin fond de l'Ohio qui est très raciste et très conservateur. Et là, ça se ressent d'autant plus parce que tout ce qui va se passer, du coup, va être de la faute de Sal, comme je vous ai dit, et tout, et eux, et les villageois vont faire en sorte de guérir la ville du diable en faisant des actions absolument ignobles et abjectes, mais tout ça parce que eux, ils sont dans le bien, dans la parole de Dieu, et eux, ils vont tout faire pour être justes et bien. Et tous ces gens sont bien évidemment blancs, et le diable est un petit garçon noir. Donc vous voyez bien l'opposition qu'il y a entre ces deux aspects-là. Et je trouve que c'est d'autant plus mis en avant par rapport à la chaleur qui s'y passe. Je trouve que tous les actes des habitants sont décuplés par la chaleur inouïe qui se passe pendant cet été-là. Il y a une énorme canicule qui s'abat sur la ville de Breathitt et je crois sur tout l'Ohio. Et c'est vraiment la chaleur est un personnage aussi à part entière parce que c'est une excuse pour toutes les actions et tous les actes que vont faire ces villageois et tout ce qui va se passer. Ça va être parce que c'est le diable et parce que il fait chaud et parce que machin. En fait, ça va leur griller leur cerveau et ils vont faire plein de choses assez ignobles. Donc, je vais pas trop vous en dire parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo, justement dans le vlog, où j'ai plutôt bien résumé ma pensée. Même si sur l'instant, je trouvais que c'était pas très bien construit, j'ai trouvé qu'à la fin, j'arrivais quand même à avoir quelque chose qui mettait en avant tout ce que je voulais vous dire. Mais voilà, retenez juste que c'est un texte dur, un texte raciste, enfin, qui montre le racisme, bah, pardon, pas un texte raciste, ça va pas du tout, un texte qui est empreint de racisme pour le dénoncer, voilà, c'est quand même mieux dit comme ça. Et voilà, il y a beaucoup de violence, il y a des beaux moments, encore comme, en fait, comme dans Betty, on oscille entre le beau et le tragique, et la poésie et la violence, enfin voilà,
lisez Tiffany McDaniel si vous êtes accroché. Mais je vous invite vivement à le faire parce que c'est absolument incroyable ce qu'elle écrit cette dame. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream. Et c'est, attendez, la couverture est de Anne-Clotilde James James, je ne sais pas comment on dit. D'ailleurs, si jamais j'ai fait un avis sur ce livre-là en reel sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez voir tout ça. Et aussi, je vous fais quand même souvent participer sur les vidéos, à savoir ce que vous préférez entre ce vlog thématique ou l'autre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Ici, on est du coup sur un livre, sur un premier tome, et j'ai demandé à l'autrice, c'était une duologie. Faites plus de ce format de duologie, c'est vraiment trop bien. Je veux pas trop vous faire de résumé puisque moi j'y suis allée un peu à l'aveugle. J'ai été happée par cette couverture notamment. Juste cette couverture, j'ai trouvé magnifique et j'avais trop envie de le lire. Comme l'indique le titre, c'est quand même une réécriture de conte de Peau d'âne. Peau d'âne, c'est quand même assez similaire. Mais au final, l'autrice revisite et fait référence à beaucoup d'œuvres différentes, beaucoup de contes différents. Et je vous tiens à vous prévenir, c'est un roman qui est assez sanglant. D'ailleurs, il y a des avertissements au début, je vais vous les lire. Ce texte contient des scènes de violence physique et psychologique, de meurtres, de morts d'animaux, ainsi que des passages gore ou évoquant le thème du deuil. Voilà, vous savez tout. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sang, de tripes et de boyaux. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible à ça, je ne sais pas si c'est fait pour vous, mais écoutez. Franchement, j'avais pas vu ce détail, il est trop bien. Ah, c'est stylé. Mais en gros, on va suivre ce personnage de Blanche et elle est enfermée dans le château de son père et c'est un château recouvert d'or. Et elle va osciller entre l'admiration, la désillusion, la résignation, la combativité. Et vraiment, il y a plein de choses qui se passent dans ce roman. J'ai tellement hâte d'avoir la suite parce que quand ça s'est terminé, j'étais là genre mais je veux savoir ce qui se passe après. Comment ça, je suis obligée d'attendre? Ça marche pas comme ça dans mon esprit. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on voit la figure du fou du roi qui n'est quasiment jamais utilisée, je trouve, dans les fantaisies ou même dans ce genre de réécriture. Et je trouve que c'est un personnage qui mérite vraiment une mise en valeur. Et là, je trouve qu'il est très bien mis en valeur. Il apporte énormément à l'histoire. Vous verrez que c'est un personnage assez important. Et il y a j'allais dire des fan art, mais il y a des illustrations qui ont été faites par l'autrice. Voilà. Par exemple, le fou du roi, juste ici. Et au début aussi, on a ceci. Voilà. Et du coup, ici, c'est Blanche, du coup, la personnage principale du récit. Et j'ai beaucoup aimé la petite dédicace au début à tous les hommes qu'il vaudrait mieux dévorer. J'adore. Vraiment, c'est un très bon ouvrage. Gulfstream, je trouve que c'est une maison d'édition qui vaut le coup. J'aime beaucoup leurs parutions, leurs différentes parutions, et je trouve qu'ils font un travail vraiment absolument incroyable. Là, c'est une couverture semi-rigide, et je sais pas, je vous ai pas beaucoup parlé de l'histoire, mais plus de l'objet livre, mais vraiment l'histoire vaut le coup. C'est hyper bien travaillé. J'aime beaucoup cette réécriture un petit peu de conte, mais un peu plus violent, et c'est quelque chose que j'ai rarement lu. Je sais qu'il y a, il y en a qui sont sortis récemment, mais j'avoue que je me suis jamais penchée dessus. Et là, vraiment, je suis tombée dedans et je l'ai lu en une soirée. Enfin, même pas. Je l'ai dû lire 2-3 chapitres le soir et j'ai lu tout le reste le lendemain. Donc, en gros, je l'ai lu en une journée. Et vraiment, c'était trop bien. Mais en fait, tout ce travail, ça donne aussi envie de le lire et ça apporte au récit et ça apporte à mon avis parce que voilà, je trouve que c'est trop bien fait. Et puis il y a certaines illustrations aussi à l'intérieur du roman. Je vais essayer de vous en trouver une qui n'est pas trop. Mais déjà, regardez ça, c'est le prologue. Et on a ça là. Mais non, on voit rien. Là, vous voyez. Je trouve ça trop beau. C'est trop beau. Les entêtes de chapitres. Non, mais il y a trop de choses qui sont belles aussi là. Ah oui, il y a un jaspage. Bon, moi je suis pas très fan des jaspages de manière générale, donc ça me fait un peu ni chaud ni froid, même si je le trouve quand même joli. Franchement, il y en a que j'aime pas trop, et celui-là, je le trouve plutôt sympa. Et du coup, ce premier tome s'appelle Les Lilas du Roi, et trop hâte de lire la suite. Et je suis tellement contente que ce soit une duologie et qu'on n'ait pas une trilogie. Je trouve qu'on n'exploite pas assez le format duologie.
Et je trouve que mais c'est trop un bon format. Pourquoi vous faites pas ça si vous faites des sagas? La duologie, c'est tellement mieux que la trilogie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Je sais pas du tout si je vous ai parlé de mon avis de manière générale, mais ça fait beaucoup trop longtemps que je filme, ça fait une heure que je papote là. Mais en gros, j'ai adoré, lisez-le. C'est un roman qui est pour les 15 ans et plus, je crois que c'est leur collection pour les 15 ans et plus. Et c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de violence, donc c'est peut-être pas une bonne idée de donner ça à des enfants avant. Mais voilà, il coûte 23 euros. Et honnêtement, je trouve que c'est quand même pas trop mal pour 23 euros. Je trouve que c'est cohérent. Et c'est une maison d'édition indépendante. Donc voilà, ça m'a pas trop dérangé de dépenser mon argent. Et en plus, je l'ai acheté pour le jour de mon anniversaire. C'est mon petit cadeau de moi à moi. Et un cadeau très bien rentabilisé puisque j'adore le livre. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo. C'était beaucoup trop long. Je vais me détester au montage, ça c'est sûr et certain. J'ai vraiment blablaté, je suis partie dans tous les sens. Je suis navrée s'il y a des choses qui sont incohérentes au possible. J'espère que j'aurai rendu ça un minimum intéressant et cohérent pour vous. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé. Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire certains? J'espère, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Et n'hésitez pas à aller voir les différents vlogs je sais plus parler, auxquels j'ai fait référence dans cette vidéo. Voilà, je vous invite à découvrir tout ça, découvrir ma chaîne, abonnez-vous si jamais vous avez envie. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!